Merci beaucoup de m'accueillir pour ce forum. Merci à toute l'équipe d'organisation. C'est un honneur et une joie de venir vous rencontrer ici pour vous parler, donc, comme les deux enfants nous l'ont indiqué, de l'amitié entre enfants. Alors, un mot d'explication. Il y a parce qu'on me posait la question au vu de la diapo, il y a deux intitulés pour l'université, je n'appartiens qu'à une seule, c'est l'université de Paris-Nanterre, mais elle s'appelait il y a encore quelques semaines l'université Paris-Ouest, pour des raisons que je ne vais pas développer, c'est pas forcément très intéressant. Et alors il y a deux petits oiseaux en haut, vous pouvez vous demander qu'est-ce que ça vient faire là, est-ce que ce sont des oiseaux amis? Alors peut-être, l'histoire ne le dit pas, c'est parce que mon laboratoire est un laboratoire d'éthologie, et les éthologues, les biologistes de ce laboratoire, que je ne suis pas, alors je suis ni biologiste ni psychiatre, comme c'est indiqué sur le document de présentation, je suis psychologue et professeur d'université, mais ceci dit, il m'arrive de travailler avec des psychiatres, et je ne prends pas mal du tout d'avoir été psychiatre, mais bon, c'est pas l'arrêté. Et donc ce laboratoire, il accueille des biologistes qui étudient la communication vocale entre oiseaux. Mais il y a aussi dans ce laboratoire des spécialistes du bébé, et puis il y a même deux spécialistes de l'enfant plus grand et de l'adolescent. L'amitié entre enfants, donc le titre a déjà été commenté, mais j'y reviens, une alliée pour l'éducation. Donc la question, qu'est-ce que ça veut dire? C'est est-ce que l'amitié en elle-même, parce qu'il lui est propre, est-ce qu'elle va dans le même sens que celui dans lequel on cherche à aller par nos pratiques éducatives, par nos institutions éducatives? Est-ce qu'on a les mêmes buts? Ou bien, pour dire les choses un petit peu autrement, est-ce que l'amitié pourrait nous servir dans ce qu'on cherche à obtenir comme résultat dans le domaine de l'éducation? Je ne donne pas la réponse, parce que c'est le but de l'exposé, mais vous pouvez déjà deviner qu'il y a au moins un peu de oui, même s'il n'y a pas que du oui. L'amitié, c'est un objet, on peut dire un peu paradoxal, dans la mesure où tout le monde sait ce que c'est, tout le monde en parle, tout le monde a plein d'amis, on n'en a jamais eu autant. Donc ça se voit, on peut repérer des amis, mais en même temps, comme je vais essayer de l'expliquer, c'est aussi ce qu'on pourrait appeler un objet social qui nous échappe assez largement, qu'on a tendance à oblitérer, qu'on a tendance d'une certaine façon à ne pas vouloir voir. Alors les choses sont en train de changer, je pense, et on peut faire une analogie avec les attachements dont Blaise Pierre-Imbert a parlé ce matin, principalement les attachements aux parents, ou de l'enfant en tout cas aux adultes, même si on en est venu aussi à étudier les attachements entre adultes, les attachements des adolescents à leurs parents, mais ça a pris du temps. J'en parlais pendant une pause avec Blaise Pierre-Imbert. Pendant très longtemps, on a, en particulier dans la sphère francophone, on a été assez réticent à reconnaître tous ces travaux qui montrent qu'il y a des bases biologiques de l'attachement, que c'est un besoin vital, que le petit être humain a besoin effectivement de nouer, dès le début de la vie, premier lien, des relations d'une certaine qualité avec des partenaires stables. Alors ça a pris beaucoup de temps, je ne vais pas refaire le parcours maintenant, mais peut-être que pour l'amitié, on est en train de faire ce long parcours de reconnaissance. Il a fallu peut-être 3/4 de siècle depuis René Spitz, pour que vraiment, enfin bon, ça a mis moins de temps pour qu'on s'en rende compte, mais à partir de René Spitz, dans les années 30-40, on a commencé à se rendre compte de l'importance de ces premiers liens, mais c'est seulement après la Seconde Guerre mondiale que, progressivement, et en partie, pas exclusivement, mais en partie parce qu'il y avait des travaux de recherche solides, convaincants, que
on s'est aperçu du poids de ces premiers liens. Il se trouve que depuis à peu près le début des années 80, eh bien, il y a de plus en plus de travaux de recherche sur les relations entre pairs d'une manière générale, et notamment un petit peu au début des années 80 et de plus en plus au cours des années 90 et 2000 sur les relations d'amitié. Et donc il est possible, sur la base de ces travaux dont je vais vous donner un aperçu, on peut imaginer qu'on en vienne à reconnaître pleinement l'importance des relations d'amitié dans les relations entre enfants. Alors bon, oui, effectivement, c'est une version antérieure de mon diaporama, donc je vais passer directement ici, sinon je serai trop long. Alors, première question, que vous ne voyez pas très bien, mais dans la littérature pour enfants, quelle est la place de l'amitié entre enfants? C'est une place de choix. Et René Zazot, qui était un psychologue de l'enfant important pendant toute la deuxième moitié du XXe siècle, écrivait ceci pour préfacer la première thèse en France sur l'amitié entre enfants. C'est un univers bien connu, l'amitié entre enfants, mais exploré rarement, sinon jamais, par la psychologie à vocation scientifique. Et c'était par là une manière pour Zazot, qui disait comme ses élèves à leurs doctorants, surtout lisez des romans, vous en apprendrez bien plus qu'avec la psychologie scientifique. Il faisait de la psychologie scientifique lui-même, et donc pour dire que les romanciers nous avaient effectivement précédés. Alors on peut regarder en nombre très réduit, quelques échantillons de ces livres qui présentent l'amitié aux enfants, des albums pour les tout-petits. Vous avez reconnu l'éléphant Elmer. Les amis d'Elmer, c'est le titre du livre. Alors c'est un petit livre tout petit, si vous ne le connaissez pas, ça fait une dizaine de pages. Et il y a les éléphants qui sont tous gris, qui demandent à Elmer, peux-tu nous présenter tes amis extraordinaires? Et donc Elmer présente, voilà Zèbre, qui est mon ami le plus rayé. Voici Serpent, qui est mon ami le plus long. Voici Girafe, qui est mon ami la plus haute. Bon, puis on tourne les pages, il y a des jolis dessins comme ça. Voici Girafe, la plus petite de mes amis. Et à la fin du livre, que dit Souris? Eh bien, elle dit que Elmer ne compte pas ses amis, mais elle dit surtout que le meilleur de tous les amis, c'est Elmer. C'est Elmer, probablement, c'est implicite, parce que c'est lui qui a le plus d'amis, parce que tout le monde l'aime bien. Donc l'amitié ici, c'est le fait d'avoir... C'est symbolisé par une grande quantité d'amis et de les mériter parce qu'on est très gentil. Voici un livre un petit peu plus au plus près de la réalité, bien que ce soit encore des animaux, au plus près de la réalité de nos enfants. Voici Tom et le meilleur ami de Tom. Alors je suis désolé, on ne voit plus les noms des deux auteurs, et je ne les ai plus en tête. Bavin et Links. Pardon ? Bavin et Links. Bavin et Links, merci. Et donc c'est l'histoire de Tom qui rend visite, vous le voyez, à son meilleur ami. Et il va passer la journée. La maman de Désiré, je pense n'avoir touché à rien. Donc je laisse le monsieur ajuster. Tom arrive chez Désiré, il est accueilli par la maman. Bien sûr, c'est la maman de Tom qui est accueillie, puisque comme vous le savez, bien évidemment, c'est les mamans qui s'occupent toujours des enfants. Et puis, il va découvrir, non seulement il va bien jouer avec Désiré, comme des fous, dans sa chambre, ils vont faire plein de choses tous les deux, mais il va aussi découvrir, grâce à l'amitié, d'autres milieux familiaux, un autre milieu familial, un autre mode de vie, une autre cuisine, etc. Donc c'est l'idée que l'amitié est une richesse au-delà même de la relation d'amitié. Merci pour l'ajustement de la diapo. Tom et Désiré donc passent beaucoup de temps et aiment jouer ensemble. La couleur de la peau n'est pas un obstacle. Bon, ça c'est ce que je viens de vous dire, mais dans le diaporama que je pensais utiliser, j'avais supprimé cette diapo. Donc, des mêmes auteurs, Bavin et Links, on a un autre album, vous voyez, bon, celui que je viens de vous commenter très brièvement, c'est le meilleur ami de Tom. Il y a aussi Tom est amoureux. Donc on apprend aux enfants qu'il y a deux catégories. Il y a la catégorie des amoureux, il y a la catégorie des amis. Qu'est-ce qu'ils font les amoureux? Eh bien, ils jouent à des jeux d'imagination. Aïssata
et Tom sont dans un bateau, vous l'avez remarqué, au milieu de rapides, très dangereux. Et puis, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent des secrets, les amoureux, mais les amis aussi, tout comme les jeux d'imagination. Mais quand même, à un moment donné, Aïssata donne un bisou à Tom et il est très content. Ce n'est pas toujours ce qu'on observe dans les cours de récréation. Quand les petites filles veulent donner des bisous aux garçons, ils ne sont pas toujours très contents. Enfin bon, dans les histoires, c'est ce qu'on leur raconte. Donc on leur présente en effet qu'il y a bien deux catégories de relations. Les relations amoureuses et les relations entre amis, même si les tout petits à la crèche ne font pas forcément le distinguo. Là, c'est à peu près ce que je viens de vous dire. Alors oui, j'avais mis un autre, c'est parce que je la trouve assez amusante. Crotte de nez, d'Alain Metz. Crotte de nez, c'est le cochon. Et puis alors oui, ça. J'avais supprimé ça aussi, donc je vais passer assez rapidement, sinon je ne serai pas dans les temps. Mais ça, c'est en écho avec nos deux clowns, jumeaux ou amis, je ne sais pas, puisqu'ils nous ont montré que les amis se disputent, et bien effectivement, entre amis, on sait, et on le montre dans les albums pour enfants, c'est une manière de dédramatiser, que entre amis, on se dispute, on se bagarre, mais on se réconcilie. Et là-dessus, la recherche est tout à fait d'accord, il montre qu'il y a plus de disputes entre amis, pour des raisons évidentes, on se dispute plus souvent aussi avec sa compagne ou son conjoint qu'avec ses voisins, puisque simplement on vit ensemble, mais on se réconcilie, et donc entre amis, on apprend à se réconcilier. Donc c'est une vision très positive de l'amitié enfantine qui est donnée par ces albums qui sont destinés aux enfants. On fait des choses, on passe du bon temps, et hormis Elmer qui simplement collectionne les amis, on voit même aussi quand même ce trait, même s'il n'est pas systématique, et s'il est bien sûr absent chez Elmer, on voit aussi que l'amitié est une relation élective. Ça veut dire que les amis ne sont pas interchangeables. Ça, on le trouve dans les albums qui leur sont destinés, et aussi chez les plus grands. Ce qu'on voit aussi, alors je ne suis pas spécialiste, et il y a des spécialistes dans la salle de la littérature jeunesse, mais il y a même pour le néophyte comme moi qui ai simplement lu quelques albums comme ça, il y a un biais de sexe évident. Le héros, c'est un garçon. Les héroïnes, il y en a très peu. Bon, bien sûr, il y a Fifi Brin d'Acier, il y a des exceptions, mais... Et puis il y a une belle exception, c'est dans le domaine cinématographique, c'est l'univers de Miyazaki, dans lequel les héroïnes sont des vraies héroïnes, qui ne sont pas là pour des rôles de potiches. Et donc c'est un film qui prend distance, ce sont toute une cinématographie qui prend distance par rapport aux stéréotypes, qui est pleine de légèreté, qui laisse beaucoup de place à l'imagination. Donc c'est possible de faire des histoires avec des petites filles qui prennent des risques aussi, qui prennent des initiatives. Donc le thème du choix et du caractère non interchangeable est parfois négligé, mais pas toujours. Oui, dans cette ancienne version du diaporama, j'avais aussi le fait que Tom, par exemple, à un moment donné, il va à l'hôpital pour une opération tout à fait bénigne, et puis il se fait un ami. Hop, du jour au lendemain, il se fait un ami, puis 3 jours après, il sort de l'hôpital, et évidemment, l'ami, il ne le reverra plus. Mais c'est pas grave, l'idée est traitée qu'il s'est fait un ami. Donc c'est intéressant parce qu'on trouve... je vais revenir sur cette question. Alors, contre-exemple, Mon meilleur ami du monde, c'est un album tout à fait subtil, puisqu'on croirait qu'ils ont lu mon livre sur l'amitié, ou qu'ils connaissent en tout cas ce qu'on a mis en évidence en psychologie du développement, ou ce que les professionnels aussi de la petite enfance savent bien. Comme tous les matins, Simon est heureux de retrouver Lola. Ils sont très contents, donc c'est l'épisode de retrouvailles, ils se sourient, et puis, quand ils sont attaqués, eh bien ils sont plus forts. Simon protège Lola, bon là aussi il y a un petit stéréotype de sexe, il faut bien. Attention Minus, à 2 on est plus fort, dit Simon à Thomas, le méchant souriceau. Et puis malheureusement, Lola déménage. Et du coup, Simon déménage, et Lola se retrouve toute seule à l'école, privée d'amis, privée de son meilleur ami. Et là, on la voit sur le bac à sable, où elle avait l'habitude de jouer à plein de jeux d'imagination, et là, elle est perdue. Elle arrive. Bon. Comme quoi, effectivement, là, on insiste bien sur l'idée que les amis, c'est pas interchangeable,
Quand il y en a un qui disparaît, il n'y en a pas forcément un autre qui se présente immédiatement. Heureusement, les parents de Simon et Lola sont sympas, ils s'y connaissent en psychologie du développement, et ils se sont coordonnés pour que Simon puisse venir rendre visite à Lola. Et évidemment, ils s'attendent avec beaucoup d'impatience, sont très contents de se revoir. Donc c'est quasiment la situation étrange de l'attachement. Après une longue séparation, comment vont-ils s'accueillir? Ils s'accueillent très bien et les jeux d'imagination repartent aussitôt. Donc c'est une vision là encore plus positive de l'amitié. On se préfère réciproquement, on se protège mutuellement contre des agressions, on partage des jeux d'imagination, on a de la peine si on est empêché de se voir, bref, on s'aime et on est attachés l'un à l'autre. Alors ça, bon, j'avais spéculé sur pourquoi est-ce que l'amitié est aussi présente dans les albums pour enfants. Alors, bon, je vais passer assez vite là-dessus, sinon j'aurai pas assez de temps. Et puis c'est assez subjectif, vous pouvez vous poser la question vous-même. Pourquoi? Est-ce que c'est simplement de la nostalgie? Est-ce que c'est un équivalent affectif des histoires d'amour? Sauf que là, on a affaire à des enfants, donc ce serait l'amitié. Donc voilà, première partie. Il n'y a pas de doute, l'amitié c'est une valeur sûre dans les albums pour enfants. On leur présente dans les histoires cette expérience affective, émotionnelle, comme une richesse. C'est rare qu'il y ait des histoires d'amour, des histoires d'amitié, par exemple, qui tournent mal dans les albums pour enfants où il est question d'amitié. Dans notre réalité, si on regarde un peu comme ça, de façon un peu phénoménologique, disons, est-ce que c'est la même chose? Tout le monde reconnaît que c'est bien pour les enfants de passer du bon temps entre copains et copines, dans le groupe de pairs. Personne n'ira contre ça. En tout cas, dans mon milieu, disons en Île-de-France, mais je pense que c'est le cas largement aussi ailleurs, parce que je discute pas mais d'un point de vue phénoménologique, on parle plus souvent, me semble-t-il, des copains et copines de ses enfants, plutôt que du meilleur ami, la meilleure amie. Il est avec un de ses meilleurs amis, c'est plutôt l'idée d'un ensemble flou de copains et copines, dans lequel, bien sûr, il y a des liens d'amitié. Oui, j'avais même mis ça aussi, quand j'avais proposé comme thème de livre un livre sur l'amitié, on m'avait même dit dans un premier temps, sur l'amitié, il n'y a pas grand-chose à dire, après tout. On sait tout sur l'amitié. C'est une évidence, ça va de soi. Donc en fait, c'est pas quelque chose qui paraît avoir beaucoup de consistance, d'une certaine façon. Alors bon, oui, c'est vrai qu'on s'intéresse à l'amitié si ça pose problème, comme d'une manière générale, on s'intéresse aux relations entre pairs dans une école quand il y a des problèmes. S'il y a des problèmes de harcèlement, là on va s'intéresser aux relations entre pairs, autrement en général, c'est quelque chose qui n'existe pas. Les relations entre pairs, les relations d'amitié, on peut même observer aussi qu'elles sont fréquemment redoutées par les enseignants. Alors ça varie beaucoup d'une école à l'autre, d'un collège à l'autre, d'un lycée à l'autre, d'un enseignant à l'autre, mais il y a vraiment beaucoup d'établissements encore dans lesquels on compose les classes en faisant en sorte que les enfants qui sont amis, par exemple, en 6e, en première année de collège, première année d'enseignement secondaire, ne se retrouvent pas, surtout dans la même classe, l'année suivante. Pourquoi? Parce que sinon, comme c'est des amis, ils vont faire le bazar. Donc, on peut constater, comme quelque chose de tout à fait ordinaire, cette espèce d'essai pour désintégrer ces relations d'amitié. Et puis, c'est très rare qu'on l'intègre dans les activités pédagogiques. Bon, il y a des exceptions, il y a Montessori, Freinet et autres, et puis des initiatives d'enseignants, mais s'appuyer sur la dynamique des relations d'amitié pour des activités scolaires, c'est quelque chose qui est assez rare. Et par contre, ce qui n'est pas rare, notamment en famille, c'est de dire à un enfant, écoute, tu iras voir un tel quand tu auras fait tes devoirs, ou tu n'iras pas voir un tel parce que... Donc ça peut servir de punition. On comprend donc bien que c'est quelque chose d'important pour l'enfant, de hautement désiré, mais en même temps, ça veut dire aussi qu'on considère que c'est pas nécessaire. C'est quelque chose en plus. On l'assimile volontiers au plaisir du jeu. L'amitié, c'est ça, c'est jouer en... Et ça, sans doute aussi, du fait que les enfants peuvent, en effet, vous le savez, facilement tomber amis.
Ils arrivent sur un lieu de vacances, ils sont jamais deux familles qui ne se connaissent pas, les enfants ne se connaissaient pas, et ça y est, dans la minute qui suit, il y a deux enfants qui vont pouvoir jouer ensemble. Mais ce n'est pas systématique, c'est parfois. Et l'idée que deux enfants de même âge, et plus encore s'ils sont de même sexe, pourraient ne pas jouer ensemble, justement, ça me paraît souvent comme quelque chose de pas normal. Ils devraient forcément bien s'entendre puisqu'ils sont de même âge, voire puisqu'ils sont de même sexe. Donc l'amitié stricto sensu, on peut dire qu'elle est moins reconnue d'une certaine façon, moins valorisée dans la réalité, dans le quotidien, que dans les fictions pour enfants. Dans la réalité, on a tendance à l'assimiler globalement aux relations entre pairs, et sa spécificité essentielle qui est d'être une relation choisie, durable, eh bien on a souvent tendance à la laisser dans l'ombre. Et du coup, comme on l'a réduit l'amitié simplement à la socialité entre pairs, elle nous apparaît tout à fait banale et naturelle. Et elles ne nous paraissent pas, bien souvent, les amitiés des enfants, exprimer des choix personnels faits pour durer, alors que pourtant l'amitié, par définition, j'y reviendrai, c'est une diapo là aussi que j'avais zappée, c'est par définition avoir du goût en matière de personne. Et puis il y a quelque chose qui n'aide pas, bien évidemment, c'était notamment l'objet d'un supplément d'un quotidien national en France ce week-end. Ce sont évidemment les réseaux sociaux qui incitent les adolescents et de plus en plus les enfants à afficher un maximum d'amis. Elmer, à côté, c'est un débutant. On pousse avec les réseaux sociaux, que ce soit Snapchat ou autre, ou Facebook, qui considère que c'est plutôt pour les vieux. Mais bref, les réseaux sociaux, on pousse, vous le savez, c'est le but de la manœuvre, on pousse les utilisateurs à interagir un maximum, et donc les mômes maintenant se font des compétitions de combien tu as d'amis, combien tu as. Donc il faut faire des scores les meilleurs possibles. Et évidemment, ce n'est pas la meilleure façon de cultiver des relations électives. Et il y a aussi l'idée, je vais y revenir notamment avec Piaget dans un instant, que l'amitié, après tout, c'est tout naturel, et que l'éducation n'a pas à s'en soucier, que le cadre éducatif n'y serait pour rien, ce qui est totalement faux. Alors pourquoi cette idéalisation de l'amitié dans les albums pour enfants, et pourquoi est-ce qu'on a tendance à la diluer dans, en gros, les relations entre pairs, le jeu entre enfants, dans le quotidien? Alors probablement, est-ce que ça tient à l'histoire de l'idée de l'amitié et des pratiques de l'amitié? C'est-à-dire que l'amitié, c'est un vieux concept, c'est sans doute là-dessus qu'il y a les plus vieilles théories du monde. La philia, dans l'Antiquité gréco-latine, c'était une sorte de valeur suprême. On trouve chez Cicéron, par exemple, l'idée que la vérité a bien peu d'importance comparativement à l'amitié que je peux entretenir avec Platon en le lisant. Donc, le lien d'amitié au-dessus de tout. Alors, l'amitié, qu'est-ce que c'est pour l'Antiquité grecque? C'est surtout Aristote qui a théorisé, qui est le plus connu pour ça. C'est la bienveillance, vouloir du bien à l'autre pour lui-même, une bienveillance réciproque. C'est la gratuité aussi de la relation, et donc aussi un équilibre. Et ça va ensemble, parce que s'il y a un déséquilibre, s'il y en a un qui est très riche et l'autre qui ne l'est pas, évidemment, on peut penser qu'il y en a un qui va chercher à avoir un ami très riche pour en tirer bénéfice, et l'autre, on peut penser qu'il aura du pouvoir sur le plus faible. Donc il faut qu'il y ait un équilibre également dans la relation d'amitié. Et puis, et surtout, c'est une relation choisie, où les amis se choisissent réciproquement. Alors c'est dommage, parce que j'avais une photo en plus qui illustre assez bien comment la philia, justement, a été assimilée par les pères de l'Église dans le christianisme, puisque le christianisme arrivant, on a repris ce bel édifice de la philia aristotélicienne, sauf que l'amitié qui est promue par le christianisme, c'est l'amitié du prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et dans les rues de Paris actuellement, dont j'en avais photographié un exemplaire, on voit deux enfants de l'âge d'aller au catéchisme, et il y a écrit au-dessus « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». L'amitié qu'on attend des enfants
Aujourd'hui, et depuis des siècles, on pourrait dire que c'est ça. C'est bien sûr de la bienveillance, de la gratuité, tu cherches pas, t'es pas intéressé quand tu veux le bien, mais c'est le bien d'autrui. Tes amis, c'est tous les autres enfants. Et donc, on est passé de cette vision d'une amitié qui est justement une préférence, j'allais dire une préférence décomplexée, ça veut dire que oui, je préfère mes amis aux autres, à l'idée selon laquelle, non, il faut aimer tous les enfants de la classe. Et donc Elmer, de ce point de vue-là, est un bon exemple. Effectivement, il est gentil avec tous les autres et il est gentil également avec tous les autres. Qu'est-ce qu'il en est du point de vue des scientifiques? Qu'est-ce qu'il en est du point de vue des scientifiques de l'amitié entre enfants? Est-ce qu'il y a des amitiés déjà? Alors les connaissances sur l'amitié ont beaucoup varié au cours de la brève histoire de la psychologie. Et c'est un courant de recherche qui, comme beaucoup de courants de recherche en psychologie et dans d'autres disciplines, est dominé par l'Amérique du Nord. Et donc c'est un courant, mais c'est pas seulement pour les mêmes raisons que dans d'autres disciplines. On s'est mis à s'intéresser en Amérique du Nord aux interactions entre enfants, aux relations entre enfants, aux groupes d'enfants, et à la fin du XIXe siècle, pas spécialement à l'amitié entre enfants, mais on s'est mis à s'intéresser aux relations entre enfants parce que, fin 19e, début 20e, de très forts courants migratoires, industrialisation, les parents sont tous très occupés, et tant que les enfants ne peuvent pas travailler avec leurs parents, eh bien ils traînent dans les champs, dans les rues, et c'est un problème. Et du coup, on demande aux savants de l'époque, n'appelez pas encore ça les sciences humaines et sociales, on leur demande de mieux comprendre comment on pourrait, on dirait aujourd'hui, gérer ces groupes d'enfants. Et une idée qui va prévaloir pendant longtemps, c'est qu'il faut absolument leur inculquer des règles morales. Ils ne les auront pas tout seuls. Et là-dessus aussi, on va le voir, Piaget rompt radicalement avec ça. Et donc, il faut leur inculquer des règles morales. Ce sont des sauvages. On parle de gang instinct. Ils ont l'instinct de gang, l'instinct de bande et de mal faire. L'influence des pères est une influence qui s'oppose à la bonne influence des parents, des adultes. Et donc ça, on va le trouver jusque dans les années 1970. Et on le trouve aussi dans le cinéma nord-américain d'ailleurs. Hein, La Fureur de vivre, par exemple. Et il y a toute une cinématographie qui montre la mauvaise influence des groupes de pères chez les adolescents, mais aussi chez les enfants plus jeunes. Et l'amitié, eh bien, on va s'y intéresser seulement plus tard. Alors, il y a un auteur qui est un grand théoricien de la psychologie du développement, qui s'est intéressé beaucoup au bébé, c'est James Mark Baldwin, et on était très généraliste à cette époque. Et donc, il a notamment énoncé des préceptes et sa vision des choses sur l'amitié entre enfants ou l'amitié entre adolescents. Et la conception de Baldwin, elle est très claire. Il faut empêcher à tout prix, c'est écrit comme ça dans le texte, les enfants de nouer des relations d'amitié. Que ce soit des jeunes enfants, des enfants d'âge scolaire, des adolescents, l'amitié, c'est très mauvais pour leur développement. Pourquoi? Mais parce que les enfants ont besoin pour leur socialisation de diversité. Il faut qu'ils puissent rencontrer des autrui aussi diversifiés que possible. S'ils nouent une relation d'amitié, alors ils vont s'enfermer dans un processus de socialisation qui va tourner en boucle, qui va les exclure du groupe, et ça c'est très mauvais pour le développement. C'est une sorte d'appauvrissement de la personnalité qui ne pourra pas puiser à des sources diverses. Donc là on est à la fin du XIXe siècle, et il y a eu très peu de recherches sur l'amitié jusque dans les années fin 70, début 80, le moment où Zazo disait sur la première diapo, on commence seulement à s'y intéresser. Et alors, parmi les choses qu'on sait aujourd'hui, pour répondre à la question est-ce qu'il y a des amitiés entre enfants, à partir de quel âge, eh bien on peut dire que dès 1 an, on constate que dans un groupe de jeunes enfants à la crèche,
dans une garderie, pour autant que le groupe soit stable, bien évidemment, dans sa composition, on constate que certains enfants, pas tous, passent une grande partie de leur temps à proximité d'un autre enfant, que lorsqu'ils sont à proximité de cet autre enfant, ils ont manifestement du plaisir partagé, il y a beaucoup d'émotions positives. On constate que si on les interroge, ils sont tout à fait capables de dire qui est-ce qu'ils préfèrent. On constate aussi que si le groupe est stable 1 an, il n'est pas rare que cette préférence interpersonnelle soit stable pendant 1 an, voire 2 ans, voire 3 années de crèche, voire même qu'elle se prolonge en maternelle. Et puis ce qu'on constate aussi, c'est, on l'a vu tout à l'heure avec Simon et Lola, c'est une capacité et un goût très prononcé chez les enfants dès 2-3 ans pour les jeux d'imagination partagés. Passer beaucoup de temps à jouer ensemble. Alors les jeux d'imagination, c'est important parce que, déjà, ça intéresse en psychologie du développement, on est très centré sur les nouvelles compétences qui arrivent. Et ça, c'est vrai que c'est quand même en soi déjà une prouesse. On pourrait dire une prouesse technique. Dans la mesure où il faut, à partir d'objets matériels, les pourvoir d'une signification qu'ils n'ont pas forcément. Par exemple, voilà une pile de cubes qu'on a mis les uns sur les autres. On dirait que c'est une fusée. Ah oui, dit l'autre, dit son ami, on dirait que c'est une fusée, et puis on partirait comme Sam Sam dans un univers intergalactique pour affronter, oui, les Piratros. Bon, là ça va, il y a un scénario qui est assez connu, ils ont vu Sam Sam, ils connaissent la trame de l'histoire, mais ils peuvent de cette façon enrichir avec une activité d'imagination un scénario qui est véritablement co-construit. Ça veut dire qu'ils arrivent, on parlait d'égocentrisme tout à l'heure, ils arrivent à se décentrer justement pour bien se représenter ce que l'autre est en train d'imaginer, et en direct, on arrive à s'engrener sur cette imagination vive et à l'enrichir. Donc ça, en termes de capacité de compréhension des états mentaux d'autrui, c'est vraiment remarquable. Avec un adulte, c'est beaucoup plus facile parce qu'on leur facilite la tâche aux enfants. On les aide à imaginer avec nous quelque chose. Mais tous les deux, avec relativement peu de moyens pour se représenter les états mentaux d'autrui et des capacités pour les exprimer qui sont assez réduites, c'est une prouesse véritablement. Et puis non seulement c'est une prouesse technique, socio-cognitive, disons, mais aussi ce qui est remarquable, c'est ce goût qu'ils ont pour cette activité-là. Ce goût pour partager un imaginaire qu'ils partagent tous les deux, mais sans que ce soit intentionnel, à l'exclusion d'autrui. Les enfants, lorsqu'ils sont dans un jeu, des enfants de 2-3 ans, d'abord souvent, si c'est à la maison, ils n'aiment pas qu'on vienne les regarder, ils font leur jeu, c'est leur truc, tu ne peux pas comprendre, et ça rejoint un petit peu ce que beaucoup d'enfants, non seulement jeunes, mais jusqu'à l'adolescence peuvent avoir, c'est l'invention d'un compagnon imaginaire. On considère que c'est à peu près un tiers des enfants qui entretiennent une relation avec un ami imaginaire. Alors c'est plus qu'un doudou, et en même temps c'est moins, dans la mesure où souvent il n'y a pas de support matériel, il n'y a pas de doudou, mais le compagnon imaginaire existe. Je me souviens d'un enfant qui venait me voir en consultation quand j'étais psychologue, il venait toujours avec son ami qui avait un prénom, et pendant la conversation, il se tournait vers l'ami, il discutait avec lui, moi j'entendais rien évidemment, je pouvais bien lui poser des questions, la réponse ne venait que par l'enfant qui venait en consultation, et donc pendant longtemps on a pensé que c'était une pathologie, aujourd'hui on sait que ce n'est pas le cas du tout, c'est au contraire une richesse imaginaire. Et bien ce qui est remarquable, c'est que là les enfants passent non pas d'une activité d'imagination relativement facile avec le compagnon imaginaire, ils arrivent à faire la même chose avec leur meilleur ami et d'une façon très préférentielle avec le meilleur ami. C'est un petit peu, si on veut forcer le trait, comme si ils avaient un doudou pour deux, comme s'ils partageaient, ils échangeaient un peu leur doudou pour le temps d'un jeu.
Et Judy Dunn, qui est une psychologue qui a beaucoup étudié à la fois le développement de la compréhension des états mentaux chez les jeunes enfants et qui a beaucoup étudié et qui nous a fait comprendre tout ce qu'il y avait comme richesse dans l'amitié entre jeunes enfants, considère, c'était le titre d'un de ses livres, que ces jeux d'imagination entre enfants, c'est la première forme d'intimité interpersonnelle entre individus de même âge. On construit un même monde à soi. Donc oui, l'amitié peut être une réalité précoce, mais une fois encore, c'est pas systématique, c'est pas tous les enfants. Et puis au cours des années suivantes, ce qu'on sait, c'est que les enfants comprennent de plus en plus les spécificités de l'amitié, des amitiés qu'ils vivent et de ce que c'est qu'une amitié en général. Ils comprennent que c'est pas quelqu'un avec qui on ne se dispute pas forcément. Ils en viennent à comprendre qu'on préfère l'ami pas seulement parce qu'il est bon au foot, mais pour ce qu'il est, pour sa personne. Donc il y a l'idée de gratuité aussi du choix et de non-interchangeabilité. Ils se rendent compte aussi, par leur expérience, qu'on se comprend beaucoup mieux entre amis, qu'entre simples connaissances, qu'on peut se dire des choses qu'on ne dirait pas aux autres, et puis, très important, qu'on ne se juge pas, on s'accepte tel qu'on est. Donc tout ça, ce sont des choses qui s'acquièrent essentiellement dans les années, disons, entre 8-9 ans et à peu près 10-11 ans, au cours des années d'école élémentaire. Et donc tout ça, ça donne l'idée, chez l'enfant, l'accès à une idée de l'intimité interpersonnelle. Alors bon, ça, les choix, je vais passer, parce que sinon je vois bien que je ne vais pas avoir assez de temps. C'est des diapos que j'avais supprimés. Alors, les difficultés, je vais les reprendre sous une autre forme dans un instant. Alors, arrivons-en plutôt au titre de l'exposé, une force, une alliée pour l'éducation. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre de l'amitié entre enfants ? Bien sûr, on peut s'amuser, on se comprend, on construit un même monde imaginaire, oui, mais et quoi d'autre ? De l'extérieur, nous, on peut se demander, comme adultes, est-ce que c'est pas efficace, malgré tout, d'un point de vue éducatif, aussi gratuite que soit la relation d'amitié, par définition, elle est gratuite du point de vue des intentions de l'enfant. Il ne cherche pas à obtenir des bénéfices, etc. Mais nous, est-ce qu'on peut constater que ça lui apporte quelque chose en plus que ce que je viens d'indiquer là ? Alors, pour nous mettre sur la piste, on peut regarder vite fait, je vais les passer rapidement, des diapos d'un album de Dorothée de Montfred, très bel album. Vous voyez, c'est Fantin. C'est un petit garçon, et allez savoir pourquoi. Il est dans la forêt la nuit, en pyjama, et il a très peur. Il a très peur parce que, attendez, là je vais un peu trop vite, il faut que je vous dise d'abord pourquoi il a très peur, parce que dans la forêt, il y a beaucoup de bêtes féroces. C'est une forêt qui ressemble à nos forêts européennes, mais toujours est-il qu'il y a des crocodiles, qu'il y a des tigres, qu'il y a des loups, etc. Alors il se réfugie dans un terrier, et là il rencontre un ami, un lapin très sympa, et à deux, eh bien, le lapin va monter sur les épaules de Fantin, il va mettre un masque, une grande cape, et les voilà qui sortent dehors courageusement, et ils affrontent toutes ces bêtes féroces. Et ils finissent par arriver dans une maison qui doit être la maison de Fantin, et puis tous les monstres les ont suivis, mais vous voyez, ils ont très peur, et ils ferment la porte, clac, ça y est, on est en sécurité. Donc avec Nuit Noire, on a l'impression qu'il n'y a même pas besoin des parents pour surmonter les cauchemars, pour surmonter tout ce qui peut faire peur. Évidemment, c'est complètement faux. Le jeune humain, comme dans beaucoup d'espèces animales, compte avant tout sur ses parents pour le protéger, qu'ils ont un rôle majeur de ce point de vue, et pas seulement au début de la vie, mais évidemment, Fantin n'a pas complètement tort malgré tout, puisque la vérité sort de la bouche des enfants. Alors, premier exemple, eh bien, c'est l'atténuation du stress lors des transitions institutionnelles.
Les attachements aux parents, vous le savez, c'est pas seulement chez le jeune enfant, c'est pas seulement au cours de la première année. Le passage de l'école élémentaire, qui est en général une petite institution, il ne peut y avoir qu'une centaine d'enfants, avec une même maîtresse ou un même maître, au collège, l'enseignement secondaire, avec parfois une dizaine d'enseignants, des changements de salle, plein d'élèves qui sont tous plus grands que nous alors qu'on était les plus grands en fin d'école élémentaire. Donc vous le savez, ce changement qu'on appelle une transition, même si en fait c'est plutôt un changement sans transition, cette transition institutionnelle, elle est abrupte et on sait qu'elle a tendance à faire baisser en moyenne l'estime de soi chez les enfants et à donner de l'anxiété, à donner de la dépression. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a des différences interindividuelles. C'est-à-dire que chez certains enfants, la plupart, on observe en effet cette baisse de confiance en soi, on observe de la dépression et de l'anxiété qui vont souvent avec, mais pas chez tous. Et on voit que le fait que ça baisse ou pas, eh bien ça s'explique en grande partie par la qualité des liens d'attachement avec les parents. Si effectivement l'enfant a confiance en ses parents, s'il sait que ses parents sont très attentifs à lui, et qu'ils ont confiance en lui, ils pensent que ses parents considèrent qu'il va y arriver, eh bien, il y a beaucoup plus de chances que l'enfant ne déprime pas, ne soit pas trop anxieux et ne perde pas confiance en lui. Donc, renforcement du poids des attachements aux parents dans ces situations qui sont stressantes. Eh bien, on a observé des phénomènes, et donc là, on est à l'adolescence. On a observé des phénomènes analogues avec les amis. Les amis peuvent aussi apporter ce type de soutien, de barrière contre les effets négatifs du stress. On l'a observé chez les plus grands, chez les adolescents, chez les enfants d'âge scolaire, mais on l'a d'abord, historiquement, surtout observé chez des jeunes enfants lorsqu'ils passent d'un groupe à un autre, à la crèche ou à l'école, ou lorsqu'ils passent de la crèche à l'école maternelle. On s'est aperçu que lorsqu'ils changent avec leur meilleur ami, en général, le changement se passe beaucoup mieux. On constate souvent que lors de ce type de transition chez les petits, il y a des perturbations du sommeil. Quand on regarde les dessins des enfants avant la transition qu'ils anticipent négativement, il y a souvent des dessins qui sont un peu perturbés. Au moment où la transition se fait pleinement dans la situation nouvelle, il y a des problèmes, ils explorent souvent assez peu, certains enfants, ils ont plus de maladies. Bref, tous ces soucis s'amoindrissent en général quand la transition se fait en compagnie du meilleur ami. Et lorsqu'on les interroge un petit peu après, en leur demandant de se remémorer ce moment où ils sont arrivés à l'école maternelle, eh bien en général, spontanément, ils évoquent le fait qu'ils y sont arrivés avec une telle qui était ma meilleure amie, avec un tel qui était mon meilleur ami, et que pour eux c'était vraiment très important. Alors sur cette base-là, une des conséquences qu'on peut en tirer évidemment d'un point de vue éducatif, c'est que organiser ces transitions, si on veut faire en sorte que les enfants accomplissent ces moments stressants avec leur meilleur ami, ça va compliquer sérieusement les choses, évidemment. Mais bon, si on peut le faire, on voit qu'il y a beaucoup à en attendre en termes de bénéfices. Prendre en compte la qualité des relations entre enfants dans la vie collective, c'est une vraie compétence pour les professionnels de l'enfance. Et quand on entendait il y a quelques années un ministre de l'Éducation nationale en France qui, même pas par provocation, mais probablement par ignorance, disait que les professionnels en crèche ou à l'école maternelle n'avaient enfin, c'était le moment où on considérait que l'école maternelle, à partir de 2 ans, c'était de la folie, disaient les professionnels, tout ce qu'ils ont à faire, c'est à changer les couches. Tout faux, tout faux, tout faux. Il faut prendre en compte la richesse de leurs relations, et vous le savez, et notamment la qualité de leurs relations d'amitié, et essayer de permettre que ces relations d'amitié puissent se prolonger autant que possible. Deuxième exemple des bénéfices qu'on peut attendre, si je puis dire, de l'amitié. Beaucoup de travaux ont montré que la disponibilité, et là on est à nouveau du reste dans quelque chose qui est très proche de l'attachement, même si ces travaux ne s'y réfèrent pas forcément, les enfants sont très sensibles au fait que leurs parents, au quotidien,
leur donne des retours, des compliments, des encouragements, s'intéresse à ce qu'ils font, les gratifie, les console s'il y a eu un problème, etc., etc., etc. Et les parents, ils font ce qu'ils peuvent. Et s'ils ont des soucis professionnels, s'il y a des soucis, bon, il arrive qu'ils soient moins disponibles, vous le savez aussi. Et bien, ce qui est intéressant dans quelques recherches qui ont été faites, c'est qu'on s'aperçoit que, bon, bien sûr, ça on l'avait trouvé, c'est que l'enfant empathie. Lorsque les parents, justement, sont relativement indisponibles, l'enfant tend à développer ce qu'on appelle des troubles intériorisés. Donc, c'est un mot pour dire, pour englober différentes formes d'anxiété ou de dépression. Mais si l'enfant entretient une relation d'amitié de qualité, réciproque, intime, eh bien on s'aperçoit que si malheureusement ses parents sont peu disponibles pour analyser avec lui son quotidien et le gratifier, le conforter, eh bien il a beaucoup moins de risques de basculer dans une pathologie de type troubles intériorisés. Donc on voit que l'enfant, même s'il ne va pas remplacer les attachements aux parents, il peut parfois compenser certaines faiblesses. Et puis un point aussi dans le bas de la diapo, c'est qu'un enfant qui n'arrive pas à établir des relations d'amitié, il va forcément trop solliciter ses parents, et à un moment donné, les parents, aussi bonne base de réconfort soit-il, à un moment donné, ils vont être dépassés, ils vont être saturés. Donc, c'est important que l'enfant trouve son équilibre, et c'est bien pour les attachements aux parents que l'enfant puisse entretenir des relations d'amitié de qualité, pour ne pas les solliciter excessivement. Alors ça, on l'a vu tout à l'heure avec le méchant Thomas qui voulait attaquer Simon et Lola, et c'est sans doute le bénéfice de l'amitié le plus connu, c'est éviter les agressions. Il y a plein de recherches qui démontrent que c'est vrai. Un enfant qui n'a pas d'amis risque beaucoup plus que les autres d'être agressé. Avoir au moins une relation d'amitié, ça évite les agressions et ça évite aussi le rejet qui se met assez vite en place par l'ensemble du groupe classe. Et donc il n'est pas facile de sortir. Alors pourquoi ? Bien sûr parce qu'à deux on est plus fort, comme disait tout à l'heure Simon à Thomas, mais pas seulement. C'est aussi parce que l'enfant qui est perçu comme n'ayant pas d'amis, eh bien en quelque sorte, il est dévalué. S'il n'a pas d'amis, c'est qu'il n'est peut-être pas aimable. Donc un enfant qui arrive à entretenir au moins une relation d'amitié, il démontre à tous ses camarades qu'après tout, lui aussi, on peut l'aimer, on peut avoir des jeux d'imagination avec lui, on peut rigoler ensemble, il n'est pas il n'est pas marginal. Alors ça, celle-là, je l'avais zappé aussi pour faire vite, c'est le prolongement de ce qui précède. C'est-à-dire qu'un enfant qui présente un tableau de retrait social anxieux, si on veut prendre la terminologie technique, donc qui est très timide, il voudrait aller jouer avec les autres, mais il n'y arrive pas, il est débordé par ses émotions, trop sensible ou trop colérique, plus souvent trop sensible. Eh bien, quand c'est à l'école maternelle ou à la crèche, en général, ça passe. Mais au cours des années d'école élémentaire, ça passera de moins en moins. Et de plus en plus, il sera stigmatisé pour cet excès de timidité, et il sera marginalisé, et il risque d'être agressé. Donc c'est très important que les enfants, s'ils n'ont pas résolu ce problème avant d'arriver à l'école élémentaire, qu'au cours des premières années d'école élémentaire, ils aient au moins une relation d'amitié pour déjà ne pas être agressés et pour s'appuyer sur cette relation pour explorer et aller plus loin dans leur intégration dans le groupe. Il y a des travaux longitudinaux sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, où on essaie de voir ce que avoir un ami ou une amie et la qualité de l'amitié, quels effets ça peut avoir. Alors un effet qui est bien établi, un effet par exemple sur 10 ans plus tard, on voit qu'un enfant qui a au moins une relation d'amitié, eh bien 10 ans plus tard, il a une estime de soi qui est plus élevée que l'enfant qui, au même âge, à 10 ans, avait
n'avaient pas de relation d'amitié. Donc ça se cumule évidemment. Et c'est aussi je vais y arriver, un enfant qui n'a pas d'amis, on peut résoudre le problème, on peut essayer de faire quelque chose, mais bien souvent on ne fait rien. Si bien que l'absence de relation d'amitié cumule son effet négatif éventuellement pendant 1 an, 2 ans, 10 ans. Autre recherche que j'avais intégrée dans la version finale de mon diaporama dans la partie sur les agressions. Alors c'est une recherche qui est assez démonstrative, puisqu'elle évalue aussi l'effet de protection rempli par l'amitié contre le stress. Le stress, bien sûr, ça peut être des gros stress, des grosses agressions, mais le stress, on le sait, c'est aussi des petites agressions quotidiennes, c'est des moqueries, c'est des pics qui vont être envoyés, c'est éventuellement des agressions relationnelles, d'autres enfants qui conseillent de ne pas jouer avec, etc. Donc toutes ces petites agressions, l'enfant, l'adolescent les accumule en général au cours de la journée. Quand il rentre à la maison, souvent il n'en parle pas parce qu'il a oublié, c'est pas bien grave. Mais n'empêche, quand on mesure, comme ça a été fait, à plusieurs reprises au cours de la journée, d'une part l'estime de soi de l'enfant, d'autre part on lui demande si dans la demi-heure qui précède il a été agressé au sens large, une fois encore, et on lui demande aussi s'il était en présence de son ami ou pas, de son meilleur ami ou pas. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que quand il y a une agression, et puis on lui demande aussi de donner un petit peu de salive, puisque dans la salive on peut recueillir du cortisol, qui est un indice d'une réaction de stress. Donc on constate que lorsqu'il y a eu agression, en général, il y a une augmentation du taux de cortisol, réaction de stress. On constate aussi qu'il y a une baisse de l'estime de soi. Mais ce qu'on constate aussi, et qui nous intéresse là spécialement, c'est que lorsque l'agression a lieu en présence de la meilleure amie ou du meilleur ami, et pas simplement des meilleurs amis, eh bien, l'effet de l'agression est moindre, voire nul. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'augmentation du taux de cortisol et il n'y a pas de baisse de l'estime de soi. Donc ce n'est pas de la magie, bien évidemment. Immédiatement, on peut faire face à l'agression, on est solidaire, et puis dans un second temps aussi, on peut décanter. On peut faire ce que le psychologue belge Bernard Rimet appelle du partage social de l'émotion. Ça veut dire qu'on peut revenir immédiatement sur l'événement qu'on a vécu ensemble, on peut lui donner du sens, on peut prendre du recul, on peut expliquer pourquoi après tout cette agression était nulle et qu'il n'y a pas de raison d'y perdre son sens de l'honneur. Alors ça c'était vraiment dans la version longue, il va falloir que j'accélère. Il s'était donné un exemple d'un gros stress, pour le coup, c'est dans la bande de Gaza, quand il y a des attentats, il y a une recherche dans laquelle, comme les attentats malheureusement arrivent souvent dans cette région du monde, on a constaté que les enfants, en l'occurrence ici c'est des grands enfants ou des adolescents, lorsqu'ils avaient une relation d'amitié de qualité, vraiment réciproque, forte, etc., eh bien, lorsqu'il y a eu un attentat à proximité, en général, il y a moins de stress post-traumatique que chez ceux qui n'avaient pas une relation d'amitié. Alors, de la même façon que les attachements solides aux parents protègent aussi contre les effets négatifs de ce type d'événement. Comment aider un enfant à cultiver ce qui nous apparaît quand même comme un atout, une force? Alors, on peut identifier les déterminants en jeu. Alors oui, Piaget, bien sûr, j'aurais voulu être plus long sur Piaget, mais je vais devoir faire un peu court, parce qu'il a beaucoup insisté. Alors Piaget est connu surtout pour ses systèmes de stades. J'entendais tout à l'heure la responsable politique qui est venue parler de l'égocentrisme, et je pense qu'elle faisait, implicitement au moins, référence à l'égocentrisme pour Piaget, l'enfant devant passer, vous le savez, de l'égocentrisme à la décentration. Bon. Et il y a tout un système de stades, sensorimoteur, pensée opératoire, concrète, etc., etc. Piaget s'est aussi intéressé, et beaucoup, dans l'entre-deux-guerres, dans ses premiers travaux, aux relations entre enfants. Et on ne le sait souvent pas assez. Et il a beaucoup insisté sur une idée qui est tout à fait en phase avec ces conseils, des conseils d'enfants dont il a été question tout à l'heure. Piaget insistait sur le fait que, et il était très rousseauiste en cela, l'enfant, disait-il, doit se déprendre de la mystique de la parole adulte.
Ça veut dire que le flux d'informations, le plus souvent erroné, dans lequel baigne et grandit l'enfant, Piaget considérait que c'était bien que l'enfant en soit protégé. Alors vous voyez qu'avec le numérique, il y a beaucoup de travail à faire. Pourquoi ? Parce qu'il considérait que les enfants devaient en quelque sorte pouvoir poser le problème par eux-mêmes et le résoudre par eux-mêmes. L'enfant ne développait son intelligence et son jugement moral au mieux de façon autonome que en débattant avec des enfants qui, comme lui, n'avaient pas plus de pouvoir que lui et n'avaient pas plus de moyens cognitifs. Et de cette façon-là, il pouvait, pour reprendre le terme de tout à l'heure, détricoter un certain nombre de questions et essayer de voir véritablement comment ça marche. Il n'était pas sous influence de la bonne réponse qui leur serait donnée de l'extérieur par la parole adulte. C'est eux-mêmes qui pouvaient expérimenter et découvrir. Alors, pour que ça marche comme ça, donc moi, une vision assez naturaliste, là, chez Piaget, puisqu'il nous dit il suffit de laisser des enfants interagir entre eux, et ils développeront un jugement moral autonome, ils développeront leur intelligence. Et Piaget n'est pas un naïf, il ajoutait vite, à condition qu'on instaure un climat de respect mutuel. Et là, évidemment, c'est tout le travail de l'éducation. Donc voilà, pour qu'il y ait des relations d'amitié qui puissent se nouer, et là on rejoint du reste l'Antiquité gréco-latine, il ne faut pas que la classe ou le milieu de vie soit tyrannique, avec quelques enfants qui sont des caïds et qui imposent leurs lois, parce que là il n'y aura pas de possibilité de se choisir des amis. Il faudra être avant tout sensible à la hiérarchie de dominance. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi ? En classe, on pourrait mieux faire, souvent. Le plus souvent, comme le disait Piaget, le maître parle et les élèves écoutent. Alors si on pouvait amener les enfants à davantage coopérer, et notamment sur la base de leurs relations d'amitié, je pense que le niveau scolaire ne baisserait pas, au contraire, et que même les enfants développeraient mieux leur intelligence, le sens du débat, justement, le sens donc de la démocratie. Et malheureusement, oui, j'ai mis démagogie de politique parce que les collègues qui ont essayé de savoir comment ça se fait qu'on pratique aussi peu des activités de coopération, des activités pédagogiques en classe, d'interaction entre pairs, en France, ont constaté que souvent, lorsqu'un enseignant prend cette initiative de s'appuyer sur des petits travaux de petits groupes ou de binômes, très souvent, les parents viennent se plaindre. Pourquoi ? Parce qu'ils redoutent que leurs enfants soient largués dans la compétition aux bonnes notes. Donc il faut arrêter de faire de la démagogie, de la blouse blanche et de remettre sur les fondamentaux et expliquer qu'au contraire, si les enfants peuvent interagir en horizontal, en classe, eh bien ça les préparera mieux à la vie de demain, puisque paraît-il, on devrait tous travailler sur des plateformes sans relation hiérarchique. Paraît-il. Et donc c'est aussi aux parents de prendre au sérieux les amitiés de leurs enfants, de ne pas en rester, comme c'est trop souvent le cas, au succès académique, mais de se soucier de leur vie sociale en classe. Pour arriver à nouer des relations d'amitié, il faut évidemment avoir confiance en soi. Donc ça ne se construit pas uniquement dans les relations entre pairs. Bien sûr, les parents jouent un rôle important. Il faut être capable de bien comprendre les sentiments d'autrui. Je passe vite puisque j'ai déjà évoqué tout à l'heure. Et pas seulement faire preuve d'empathie, mais arriver à être un peu subtil dans la compréhension de ce que l'autre a en tête. Et puis la personnalité est en jeu. Non seulement donc, il faut de l'intelligence sociale, mais il faut aussi être sympa. On sait que les enfants qui n'ont pas d'amis ont en général des profils relativement spécifiques, et donc on peut travailler aussi sur ces questions-là. Par contre, une idée fausse, c'est que les enfants sans amis seraient des enfants introvertis et qu'il faudrait être extraverti pour avoir des amis. Alors c'est tout faux, c'est pas lié. Les enfants introvertis, même très introvertis, comme les adultes d'ailleurs, ont autant d'amis que les autres. Il faut savoir bien sûr réguler ses émotions. Et puis, ça paraît être une évidence, mais c'est quand même important de le rappeler parce que de fait, on constate que ça a un poids considérable. Il faut essayer d'être de bonne humeur. Alors bon, c'est facile à dire, mais c'est important de savoir en tout cas que c'est un des moyens par lesquels il faut passer.
comment faire pour aider l'enfant à aller dans ce sens-là? Quand il y a des difficultés, je ne vous apprends pas grand-chose. Je pense que là, je vais passer assez rapidement et je vais terminer. Parce que toutes ces choses-là, je pense que vous le savez. On peut faire des enregistrements audio-vidéo qu'on regarde après avec l'enfant, voire avec plusieurs enfants, et essayer de comprendre que si l'enfant, effectivement, n'arrive pas à se faire d'amis, c'est parce que lorsqu'il arrive dans un groupe qui est déjà constitué, eh bien, il fonce dans le tas et il dit, voilà, il essaie de commander, de dominer, alors qu'on sait que quand on veut entrer dans un groupe, il faut d'abord regarder ce qui se passe, accepter les normes qui font fonctionner les groupes. Donc ça, c'est le genre de choses pour lesquelles on peut éclairer l'enfant. On peut faire des jeux de rôle aussi, qui donnent des miroirs grossissants, qui peuvent être un peu rigolos d'ailleurs. Et puis, organiser des jeux qui vont mobiliser la spontanéité de l'enfant, et en particulier les émotions. Donc tout ce qui est mouvement, que ce soit jouer à chat ou autre, c'est tout à fait excellent pour que les enfants qui sont un peu coincés et qui n'arrivent pas à se faire d'amis, eh bien se décoincent, aillent vers les autres, et que les autres les découvrent, en train de rire, en train d'éclater de rire. Et alors ce qui est important aussi, je ne sais pas trop ce qu'il en est du contexte culturel là, en Suisse, mais en France, très souvent, on s'en remet au psy. Quand l'enfant a un problème avec ses pairs en classe, on tire la sonnette d'alarme et c'est le psy qui va forcément résoudre le problème dans son bureau. Le psy, il fera ce qu'il pourra. Et il peut des choses, bien sûr. Mais malgré tout, bien souvent, le problème, il a la voie pour résoudre le problème se trouve souvent dans le groupe de pairs lui-même. C'est souvent là qu'il faut intervenir véritablement. Et autant les expériences entre pairs ont des effets ailleurs que dans le groupe de pairs, autant du coup, il ne faut pas non plus attendre que depuis son bureau lointain, le psychologue ou le psychothérapeute arrive forcément à résoudre le problème. Même si ce serait important que les psychologues, dans leur cabinet, et les psychothérapeutes prennent en compte davantage cet aspect de la vie des enfants qui trop souvent est négligé. Trop souvent, un psychologue va s'enquérir de la vie, ce qui se passe en famille, avec papa et maman, et va fort peu s'enquérir de ce qu'il en est des amis. Et là, on a bien tort. Alors, il y a des obstacles. Un obstacle, c'est évidemment les écrans. On ne le dit pas assez, mais c'est une facilité. On colle l'enfant devant une tablette. Moi, j'ai vu le tableau cet été, je voyageais en train, c'était pas pour venir à Lausanne ce matin, mais la maman avait son petit enfant à côté d'elle, qui tenait tout juste sa tête. Dès que l'enfant a eu fini son biberon, c'était un biberon, elle lui a mis le casque sur les oreilles, la tablette dans les mains. Il y avait le grand frère qui avait une dizaine d'années en face, il était évidemment lui aussi sur son téléphone. Et puis la maman s'est plongée dans le magazine, ça a duré comme ça tout le trajet. Bon, pour l'enfant, pour sa socialisation, c'est sûrement pas le mieux. Alors vous le savez, tous ces instruments numériques arrivent de plus en plus, c'est un enjeu commercial très important, et il arrive et donc les enfants passent de plus en plus avec des interactions qui vont être entre pairs, entre amis, qui vont être médiatisées d'une certaine façon, celle que j'ai évoquée notamment tout à l'heure, où il s'agit de faire de la performance, de faire du chiffre. Donc non seulement ça engendre, on le sait, une pandémie d'obésité qui arrive maintenant en Europe, mais ça engendre aussi des carences en interaction sociale. L'illusion donc de l'affection des amis attribués par les algorithmes, ça ne veut évidemment rien dire. Et puis c'est la pression des pairs, cette fois au sens du groupe de pairs, qui se trouve véritablement amplifiée et qui perdure vraiment en permanence, au point même que le temps de sommeil, chez les jeunes adolescents, voire maintenant dès les classes de fin d'école élémentaire, le temps de sommeil s'en trouve réduit parce qu'il faut à tout prix se soucier. La grande crainte, on appelle ça donc, fear of missing out, c'est la crainte de manquer quelque chose, la crainte que les autres fassent quelque chose, aient une activité plaisante et que je n'y sois pas associé. Et donc ça, c'est très destructeur, je pense, de l'amitié. Voilà, l'amitié, c'est aussi un barrage contre ça, dans la mesure où si l'enfant arrive à établir une véritable relation d'amitié, eh bien, il devrait aussi pouvoir discerner ce qui est important dans ce flux numérique et ce qui ne l'est pas. Alors oui, j'avais mis cette diapo
bien souligner que beaucoup se joue dans la diade mère-enfant des premières années, et c'est important de le souligner, mais beaucoup se joue dans la diade mère-enfant et avec les parents ultérieurement, et aussi dans les relations entre amis tout au long de l'enfance et de l'adolescence. Donc là, j'avais développé un peu, mais pour le coup, c'est tout court. Donc voilà, l'idée générale, c'est qu'on est dans un monde qui promeut, vous le savez, toujours plus la performance, la concurrence, l'excellence chez tout le monde, hein. Tout le monde doit être excellent, la dominance, la croissance. Alors bon, l'amitié ne va pas contre ça. Ça peut même y aider, la force des alliances. À deux, on est plus fort, on est plus concurrentiel. Mais l'amitié, vivre une relation d'amitié, c'est aussi faire l'expérience, au cours de son enfance, de la possibilité du désintéressement. Et comme Gilles le disait, l'intérêt commence avec le désintéressement. Même s'ils ne le formulent pas comme ça, les enfants peuvent faire cette expérience intuitivement. C'est entretenir en quelque sorte une boussole de valeurs personnelles, justement abritée par cette relation d'intimité interpersonnelle. Donc pour terminer cette citation d'Hannah Arendt, dans La crise de la culture, elle rappelle que pour les Romains, une personne cultivée, donc ça pourrait être le but de l'éducation, une personne cultivée, ça doit être quelqu'un qui sait choisir ses compagnons parmi les hommes, les choses, les pensées dans le présent, dans le présent comme dans le passé. Donc savoir choisir des œuvres, se situer par rapport aux œuvres de culture, mais elle met sur le même plan la capacité aussi à identifier ce qu'est une relation d'amitié et la capacité et le courage parfois aussi de dire voilà qui sont mes amis. Voilà. Alors, bien que je vous ai parlé beaucoup du désintéressement, les organisateurs m'ont autorisé à une page de publicité. Alors, vous pouvez, puisque la librairie Basta a eu la gentillesse de faire venir des exemplaires de ce livre, et même en version espagnole. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui vont l'acheter en version espagnole. Merci beaucoup. J'ai une question par rapport à l'ami ressource en fait. Vous avez évoqué tout à l'heure l'ami ressource lors des changements de groupe, ce qu'on appelle les passages. Et ma question, elle est en fait que parfois il y a des amitiés un peu explosives et les éducatrices font le choix de séparer ces deux enfants pour les mettre dans deux sous-groupes différents. Ça pour un peu avoir une dynamique, on va dire, plus calme, je ne sais pas ce qu'on peut utiliser comme mot. Plus supportable. Finalement, alors c'est quoi le plus important? C'est la dynamique, c'est le choix que font les éducatrices, ou c'est cette amitié qui permet d'être ressource pour ces deux enfants? Alors, c'est une bonne question, parce que, évidemment, Baldwin, que j'ai évoqué au début, vous vous souvenez, il n'a pas complètement tort quand il dit que l'amitié, ça peut être redoutable dans la mesure où on peut s'enfermer dans une relation d'amitié. Donc, j'ai bien en tête votre question. Donc, je vous ai donné une version de l'amitié profondément positive. Je suis en phase avec l'image de l'amitié qui est donnée dans les albums pour les enfants. Ceci dit, évidemment, l'amitié, ça peut être pour le meilleur, mais aussi pour le pire. On sait très bien, par exemple, qu'on bascule dans la délinquance le plus souvent par une relation d'amitié. Bien sûr que les deux adolescents ou deux enfants vont devenir amis, vont avoir plus de chances de devenir amis, regardez ces deux-là, parce qu'ils s'apprêtent à faire du mal, et donc c'est pour ça qu'ils se sont choisis comme amis. Mais le simple fait qu'ils soient amis, et surtout si c'est une belle amitié, s'ils sont très proches, s'ils sont intimes, s'ils se comprennent bien, eh bien, ils vont devenir encore plus malfaisants, ces deux-là.
Alors, il est très important, effectivement, dans une situation comme celle-là, et vous devriez déjà être intervenu pour les séparer. Donc, plus sérieusement, l'idéal, c'est de ne pas chercher à rompre la relation d'amitié, mais d'essayer, et c'est Thomas Berne, qui est un des meilleurs spécialistes de l'amitié, qui s'est beaucoup appuyé sur Piaget, justement, pour lancer ce courant de recherche sur l'amitié entre enfants, qui l'indique. Il faut essayer de canaliser, pas toujours facile, j'en suis d'accord, mais essayer de ne pas passer forcément par une séparation des amis. Alors évidemment, on va rencontrer des questions de personnel pour superviser l'ensemble d'enfants. S'il y a un groupe d'enfants assez important et que dans ce groupe d'enfants, il y a deux binômes qui vraiment sont insupportables, deux couples d'amis insupportables, évidemment, on ne pourra pas faire autrement que au moins, pendant certains temps, les séparer. Mais au moins essayer de leur faire comprendre que on n'est pas contre leurs relations d'amitié, qu'ils peuvent continuer à se voir à l'extérieur. Donc autant que possible, profiter de la dynamique, parce qu'en même temps, s'ils font des bêtises, le plus probable, c'est que dans la classe où on va les mettre l'un et l'autre, ils vont continuer. Ils vont en retrouver un autre. Donc il y a des travaux de recherche chez les Canadiens qui font ça, qui sont assez bons en général. Ils n'hésitent pas, nous en France, dans beaucoup de pays, on aurait des soucis éthiques. Ils déplacent l'enfant qui souvent est agressif et qui s'acoquine avec un autre enfant agressif. Ils les mettent dans des écoles distinctes et on voit en suivi longitudinal qu'assez rapidement, ils vont se trouver à nouveau rejetés parce que les mêmes conduites. Donc il faut essayer de traiter le problème de conduite des deux enfants qui posent problème, et la voie certainement la plus efficace, c'est de traiter la dyade amicale, plutôt que d'essayer d'intervenir sur chacun des deux enfants. C'est quoi ce que vous avez dit, le dernier mot, là? La dyade. La dyade. La dyade amicale. Quand tu dois aller aux toilettes. La dyade. Bon, les copains, Et je ça vais poser pose une aussi... question. Pardon. Ah. C'était fini la réponse? Pascal, c'est moi. Oui. Juste... pardon. Juste une petite chose. Quand par exemple, c'est pour aller élargir un peu ma réponse, quand on veut faire de la prévention, mettons sur le tabac ou toute autre chose, on intervient auprès du groupe. Si on intervient auprès de l'individu, ça ne sert à rien. Si on intervient auprès d'un enfant ou d'un adolescent, il va retourner après dans son groupe de pairs et tout ce qu'on lui aura fait comprendre, les attitudes qui auront commencé à changer, vont retrouver les normes du groupe de pairs. Donc les normes du groupe de pairs, ce n'est pas le groupe de pairs qui les invente, c'est nous, société adulte, Piaget, la mystique de la parole adulte, c'est nous, adultes, qui véhiculons chez eux ce type de normes, mais après, c'est eux qui les font passer, c'est eux qui les imposent à chacun des membres du groupe. Donc, travailler sur le groupe, travailler sur la dyade, si je puis me permettre ce mot, amical, ou sur le couple amical. Et puis, quand c'est vraiment pratiquement insupportable, bien sûr, il faut les séparer, mais en leur expliquant bien pourquoi, et que ce n'est pas leur amitié qui est en cause. Bien, j'ai une question à poser. Enfin, merci Pascal pour cet exposé. Je pense qu'il était très complémentaire à ce que j'ai présenté ce matin. Malheureusement, bon, ben, évidemment, tu n'y étais pas. J'aimerais poser une question, en fait, pour clarifier quelque chose, peut-être pour le public. Parce que une des choses que j'ai expliquées ce matin, à mon point de vue en tout cas, c'est qu'il y aurait une sorte de différence entre ce que j'ai appelé un lien affectif et l'attachement. Pour moi, la différence entre les deux, c'est la question de la sécurité. Et dans tout ce que tu nous as présenté sur la relation d'amitié entre pairs, donc cette relation qui est relativement symétrique, contrairement à la relation parent-enfant qui est asymétrique entre les plus âgés et les plus jeunes, disons, eh bien, ce que j'avais essayé une chose que j'avais essayé de dire, donc, c'est que la question de la sécurité me paraît essentielle pour parler d'attachement. Dans ce que tu nous montres ici, donc la relation d'amitié, tu inclus pratiquement l'idée d'attachement au sens où je l'entendais, c'est-à-dire relation de sécurité. Alors ma question c'est, est-ce qu'il y a peut-être différents niveaux de l'amitié? Comme tu as voulu dire tout à l'heure aussi, tu es un petit peu en phase avec les albums d'enfants qui montrent cette amitié avec cet aspect important justement de protection, de sécurité, de régulation des émotions, etc. Est-ce qu'on pourrait considérer qu'il y a éventuellement, enfin je dis ça pour essayer de sauver ce que j'ai dit ce matin,
Elle est super longue. Il y aurait des formes d'amitié dans laquelle il n'y aurait pas, c'est ce que j'ai appelé moi un lien affectif, où il n'y aurait pas forcément cet aspect de sécurité, et des amitiés plus profondes, celles dont tu nous as parlé, de façon très brillante et intéressante, donc évidemment, et aussi celles dont parlent beaucoup de livres d'enfants, où cette composante de sécurité est plus importante. Elle est super longue ta question, Blaise. C'était quoi le début déjà? Mais alors Blaise, tu vas exactement dans le sens de ce que j'ai essayé de dire, c'est-à-dire que toute relation affective entre enfants, toute relation de copain-copine, ne constitue pas véritablement une amitié au sens fort du terme. Le terme d'amitié est beaucoup trop délité, et d'ailleurs, mais le concept d'attachement, alors je traite cette question d'assez près dans mon bouquin. Est-ce que l'amitié peut être considérée effectivement comme un lien d'attachement? Pas forcément, bien évidemment. L'enfant ne va pas trouver forcément de la sécurité dans sa relation d'amitié, mais si la relation d'amitié est réciproque, si on peut vraiment se lâcher dans la relation, dire tout ce qui est important pour nous, si on ne se sent pas jugé par l'autre, si l'autre peut être un secours pour nous, bref, il y a tout un ensemble de critères qui font que oui, à partir d'un certain moment, on peut considérer qu'une relation d'amitié est exactement, enfin, remplit en tout cas, des fonctions d'attachement. Après, le poids apporté en termes de sécurité chez des jeunes enfants sera souvent très contextuel. Deux enfants vont s'apporter du soutien et de la sécurité dans l'espace de la crèche ou de l'école maternelle, mais dès lors qu'ils en sont sortis, l'amitié souvent ne pèsera plus lourd. Mais en tout cas, on ne peut pas considérer, parce que c'est aussi malheureusement une dérive qu'il y a eu, je pense que tu l'as constaté aussi, mais les spécialistes de l'attachement comme toi l'ont écrit, il y a une tendance à voir des attachements dans tout lien. Alors c'est important dans un colloque sur le lien, justement, il ne s'agit pas de dire que tout lien constitue un attachement. Il y a des conditions à remplir très importantes, et certains de mes collègues biologistes, justement, dans mon laboratoire, qui connaissent bien les travaux, la fonction de l'attachement chez l'animal, non humain, considèrent qu'il y a actuellement une utilisation en surextension, je ne sais pas ce que tu en penses, je te réponds par une question, on utilise en surextension le terme d'attachement, on l'emploie souvent un petit peu, parfois à tort et à travers. Alors, c'est le cas depuis peu pour l'attachement, pour le concept d'attachement. Pour l'amitié, c'est le cas, je dirais, de façon chronique depuis des siècles. J'avais une question. Ta question. Oui, je vais essayer de ne pas concurrencer, de ne pas faire la compétition avec M. Perrin. Vous avez beaucoup parlé des amitiés en duo. Enfin, j'ai un ami, enfin, on est en duo. Et qu'est-ce qu'il en est des amitiés, des cercles d'amis? Quand il y a plusieurs personnes qui forment un cercle d'amis, est-ce que finalement les modalités de ces cercles d'amis sont les mêmes qu'en duo? Est-ce qu'ils ont les mêmes fonctions pour l'éducation? Et puis, est-ce que ça démarre avec deux personnes, puis après il y a des autres personnes qui viennent s'ajouter? Enfin, qu'est-ce qu'il en est des cercles d'amis? Là aussi, c'est une question sur laquelle il y aurait beaucoup à dire. Je vais essayer de ne pas être trop long. J'ai été long dans mes réponses jusqu'à présent. Alors ça va dépendre de l'âge. Déjà, chez un jeune enfant, arriver à interagir au sens fort du terme, donc en comprenant bien les intentions de l'autre, en coordonnant bien ce que je comprends de ses intentions avec les miennes, compréhension de ses émotions, etc. Donc interagir à deux, quand on a 2-3 ans, il y a une belle performance. Interagir à 3, on sait que c'est beaucoup plus difficile. Interagir là aussi au sens fort du terme, prendre en compte les deux partenaires. À 4 ou 5, très très difficile. Donc, bon, quand on grandit, on arrive à beaucoup mieux savoir faire. Alors, il y a des travaux de recherche qui portent sur
les réseaux sociaux, non pas au sens des outils numériques qui sont commercialisés maintenant en surabondance, mais au sens premier, tel que les sociologues ou les psychologues ont pu les étudier, c'est comment on cartographie un groupe, par exemple. On pourrait ici dans l'amphi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont familières les unes avec l'autre, qui se connaissent, on pourrait faire la cartographie des amitiés à deux, réciproques, où les deux partenaires se choisissent comme étant préférés. Et puis, on pourrait repérer de cette façon-là que bien souvent, si A et B sont amis réciproquement, et que B est ami avec C, il n'est pas rare que A soit aussi ami avec C. Alors, on considère que si, par exemple, on établit une cartographie de l'amitié dans un groupe d'enfants sur la base de ce qu'on appelle, c'est un peu du jargon, une carte socio-cognitive, c'est-à-dire la représentation que les individus se font de qui est avec qui passe du temps avec qui, eh bien on s'aperçoit que construire cette carte du réseau des groupes d'amis, ça recouvre de très près celle qu'on établit sur la base des désignations 2 à 2. Donc ça veut dire autrement dit que les cercles d'amis sont en général constitués de binômes d'amis, de couples d'amis. Je ne sais pas si je réponds un peu à votre question. Oui, voilà. Alors, il y a vu que... Le temps avançant, la température Moi, ne j'ai baisse une pas. question. Il y a les dames d'abord. Vous voyez, une toute petite. D'accord. À un moment, vous aviez dit que les enfants, ici, ça leur permet d'avoir confiance en eux quand ils ont un ami et qu'en cas de situation de guerre, justement, ils paraissent être plus forts à deux. Mais en cas de guerre, déjà arrivé avec des enfants venus, par exemple, de Syrie en Suisse, est-ce que le fait de créer des liens ici leur permet, entre guillemets, de guérir, de reprendre confiance en eux et de réparer en quelque sorte le traumatisme qu'ils ont vécu ? Bien évidemment, l'expérience, à ma connaissance, n'a pas été faite, et on comprend pourquoi. Par contre, on peut, sur la base de l'ensemble des connaissances dont on dispose, répondre que oui. Et je répondrai par deux anecdotes, dont une est rapportée de façon plus circonstanciée dans mon bouquin. Pendant la Seconde Guerre mondiale, dans les camps de concentration, à un moment donné, il y a des enfants, des très jeunes enfants qui étaient là, dont les parents ont été assassinés par les nazis. Et après, à la fin de la guerre, ils ont été transportés dans un orphelinat en Grande-Bretagne. Et c'est Anna Freud qui rapporte cette observation. Et cette observation était très frappante parce que les enfants n'éprouvaient de sentiment de sécurité que lorsqu'ils retrouvaient ces jeunes enfants, tout petits eux aussi pendant la guerre, avec qui ils avaient vécu ces moments de déréliction la plus totale. Alors c'était très étonnant parce que entre jeunes enfants d'1 an, ou un peu plus ou un peu moins, théoriquement, on ne peut pas s'apporter de sentiment de sécurité. On ne peut pas se faire de bien l'un à l'autre. Mais il se trouve que, ultérieurement, donc, ils avaient un sentiment, des émotions, oui, de sécurité, au fait de se retrouver ensemble. Donc il y avait une sorte, on pourrait dire, je laisse Blaise Pirimbert compléter ou corriger, il y avait une sorte de phénomène d'imprégnation qui avait dû se faire très précocement, où ils se sécurisaient d'une façon très primitive. On sait que la contagion émotionnelle, par exemple, c'est une forme de proto-empathie, on pourrait dire, une des premières formes de l'empathie, et il est possible qu'ils aient déjà réussi à s'apporter un certain soutien et auquel après ils étaient restés très sensibles. Pour rester dans ce même contexte qui, est vrai, n'est pas très joyeux, mais vous parlez de la Syrie et effectivement ça ne l'est pas non plus. Récemment, nous avons perdu en France une grande dame qui est Simone Veil. Et Simone Veil, elle aussi, vous le savez, avait été adolescente dans les camps de concentration, à Auschwitz et je crois à Birkenau. Et dans ces conditions de dénuement le plus total, elle s'était nouée d'amitié avec une autre adolescente, qui n'était pas de son milieu. Il n'y avait rien a priori qui les rapprochait. Mais après la guerre,
évidemment, elles sont revenues chacune de leur côté. Tout aurait pu faire qu'elles ne se retrouvent plus, qu'elles ne se revoient plus jamais. Mais après la guerre, elles ont fait en sorte, au contraire, de se retrouver. Et ce que Simone Veil raconte dans ses mémoires, et que Maurice Safran, qui avait écrit les mémoires de Simone Veil, raconte aussi, c'est que lorsqu'elle était comme ministre ou comme femme politique qui avait des décisions importantes à prendre, eh bien, d'une façon un peu étrange, elle éprouvait le besoin d'aller voir cette amie qui faisait elle, une carrière dans le domaine cinématographique, donc rien à voir avec les enjeux de politique, les problèmes éthiques, moraux auxquels elle se confrontait, avec l'IVG par exemple. Elle éprouvait le besoin de retrouver cette amie. Pourquoi ? Probablement parce que elle pouvait, avec elle, se retrouver justement dans une intériorité aussi juste que possible. Essayer de mettre à distance toutes les influences qui l'empêchaient de réfléchir sereinement à cette question. Avec cette amie-là, elle ne tricherait pas.